Je n'aurais jamais imaginé que l'ascenseur de mon immeuble deviendrait un piège. Je n'aurais jamais imaginé que les mains que je tenais en traversant la rue, celles que j'avais apprises à écrire, celles que j'embrassais dans tous mes cauchemars d'enfance, seraient les mêmes qui arracheraient les clés du panneau et me laisseraient prisonnière, à l'intérieur, seule, dans le noir, n'entendant que l'écho métallique de ma respiration rapide. Mais c'est exactement ce qu'a fait Céline, ma fille unique, celle pour qui j'ai absolument tout sacrifié. Et lorsque les portes se sont enfin ouvertes, 4 heures plus tard, et que Monsieur Beaumont, le concierge, m'a tendu cette clé USB, les mains tremblantes et les yeux emplis d'une tristesse que je ne comprenais toujours pas, j'étais loin de me douter que ma vie entière allait s'écrouler et se reconstruire d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. Je suis ravie que vous soyez là. Si vous regardez cette vidéo, aimez-la et abonnez-vous à la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez mon histoire. Je veux savoir où elle en est. Tout a commencé par un matin ensoleillé de printemps à Paris. Je revenais du marché avec de lourds sacs de courses pour le dîner du soir. Céline m'avait appelé pour me dire qu'elle voulait passer du temps avec moi, que je lui manquais, qu'on avait besoin de se retrouver. J'étais tellement heureuse. Ces derniers mois, elle avait tellement pris ses distances, toujours trop occupée pour déjeuner avec moi, trouvant toujours des excuses pour ne pas répondre à mes appels. Alors, lorsqu'elle est apparue dans le hall de l'immeuble, avec ce sourire que je connaissais depuis qu'elle était bébé, mon cœur s'est rempli d'espoir. Peut-être pourrions-nous enfin redevenir mère et fille, comme avant que je ne lui confie les rênes de l'entreprise, avant qu'elle ne commence à fréquenter cet homme en qui je n'avais jamais pu avoir pleinement confiance. Elle a insisté pour m'aider à porter mes bagages jusqu'à mon appartement. Nous sommes entrés ensemble dans l'ascenseur, ce charmant vieil ascenseur de l'immeuble historique du 6e arrondissement que j'avais acheté 30 ans plus tôt. Alors que je n'étais encore qu'un agent immobilier ambitieux, cherchant à percer sur le marché immobilier parisien. Elle a appuyé sur le bouton du 4e étage, où se trouve mon appartement. Nous avons échangé quelques banalités tandis que la cabine montait lentement. Puis, alors que l'ascenseur était entre le 2e et le 3e étage, elle m'a regardée avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Son expression était froide, calculatrice, dépourvue de tout amour filial. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, elle a tendu la main vers le panneau de commande et a arraché les clés d'urgence d'un geste brusque et délibéré. L'ascenseur s'est arrêté aussitôt, dans une violente secousse qui m'a déséquilibrée. J'ai laissé tomber les sacs. Les oranges ont roulé sur le sol métallique. Elle appuyait déjà sur le bouton d'urgence des portes du 2e étage, la petite ouverture qui permet de s'échapper en cas de panne. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait, ma voix ne saisissant toujours pas la gravité de la situation. Elle m'a simplement regardé par l'étroite fente qu'elle avait réussi à ouvrir, a souri et m'a dit que je devais apprendre à ne pas être aussi autoritaire, que j'avais besoin d'un moment seul pour réfléchir à la façon dont je l'étouffais. Puis, avant que je puisse réagir, elle a refermé la porte manuellement de l'extérieur, et j'ai entendu ses talons résonner dans l'escalier, chaque pas s'éloignant, me laissant là. J'ai crié son nom. J'ai supplié. J'ai exigé des explications. Mais il n'y avait que le silence. Un silence pesant, claustrophobe, qui semblait aspirer tout l'air de ce petit espace. Je suis restée coincée là pendant 4 heures interminables. 4 heures où mon esprit a repensé à chaque instant de la vie de Céline, à chaque sacrifice que j'avais consenti, essayant de comprendre où tout avait mal tourné. Avais-je été une mère épouvantable? Mon amour avait-il été si étouffant? Mais tandis que les larmes coulaient sur mon visage, et que la panique de la claustrophobie commençait à me serrer la poitrine, une part plus profonde de moi s'est réveillée. Une part endormie par des années de maternité altruiste, des années à faire passer les besoins de Céline avant les miens, des années à croire qu'être une bonne mère
signifiait tout donner sans rien attendre en retour. J'avais bâti un empire pour elle. Après la mort de Pierre, mon mari, dans cet accident de voiture stupide, alors que Céline n'avait que 12 ans, je me suis lancée dans le travail comme une folle. J'ai travaillé 18 heures par jour, 7 jours sur 7, transformant ma petite agence immobilière en l'une des entreprises les plus respectées de Paris. J'ai acheté des propriétés historiques, restauré des immeubles entiers dans le Marais et investi dans des appartements de luxe dans le 7e arrondissement. Chaque contrat signé, chaque négociation réussie, chaque euro encaissé sur mon compte en banque, tout visait à ce que Céline n'ait jamais à se soucier de l'argent, à ne jamais ressentir l'insécurité que j'ai ressentie quand j'étais jeune et pauvre dans la banlieue lyonnaise. J'ai financé les meilleures écoles privées de Paris, le lycée Henri IV, où elle a étudié aux côtés d'enfants de diplomates et d'hommes d'affaires. Puis Sciences Po, l'université la plus prestigieuse de France, où elle a obtenu un diplôme en administration des affaires, sans jamais avoir à travailler à temps partiel comme moi. À ses 25 ans, je lui ai acheté un superbe appartement de 200 mètres carrés dans le 16e arrondissement, avec vue sur la Tour Eiffel. Je lui ai offert un poste de directrice dans mon entreprise, avec un salaire généreux qu'elle n'a pas eu à gagner au prix de la sueur et des larmes, comme moi. Je lui ai présenté tous les contacts importants que j'avais passé des décennies à cultiver. Je lui ai ouvert toutes les portes qui m'avaient été fermées dans ma jeunesse, quand personne ne croyait qu'une femme de la classe ouvrière puisse réussir dans le marché immobilier d'élite. Et elle semblait toujours tout accepter comme si c'était son droit de naissance. Jamais un merci sincère, jamais une reconnaissance de tous mes sacrifices. Ces 2 dernières années, depuis qu'elle fréquentait Théo, ce courtier arrogant qui travaillait pour une société concurrente, elle était devenue encore plus distante. Il était beau, charmant en apparence, et j'avais toujours senti qu'il y avait quelque chose de faux chez lui. Ses yeux pétillaient quand je mentionnais les derniers chiffres trimestriels de l'entreprise. Ses questions apparemment désinvoltes sur ma succession, mon testament, ma date de départ à la retraite. Mais j'ai balayé ces soupçons, parce que j'avais confiance en Céline, parce que je croyais que ma fille, ma propre chair et mon propre sang ne me trahiraient jamais, parce que j'avais investi tant d'amour, tant de temps, tant de moi-même en elle, que l'idée qu'elle puisse me voir comme un simple obstacle entre elle et mon argent était tout simplement inconcevable. Comment une mère pouvait-elle croire que la fille qu'elle portait en elle, qu'elle nourrissait, qu'elle protégeait de tous les dangers du monde, puisse lui vouloir du mal? Mais là, dans cet ascenseur, avec l'odeur métallique de la peur dans l'air et les oranges éparpillées sur le sol, symbole pathétique de ma naïveté, j'ai commencé à voir la vérité. Et la vérité était froide et tranchante, comme une lame de glace. Quand Monsieur Beaumont parvint enfin à me faire sortir, grâce au double des clés qu'il gardait dans son petit bureau au rez-de-chaussée, je tremblais. Pas seulement de peur ou de soulagement, mais de quelque chose de plus profond. C'était comme si mon corps savait quelque chose que mon esprit refusait encore d'accepter pleinement. Il m'aida à sortir, prit mes sacs et insista pour m'accompagner jusqu'à l'appartement. Mais avant de monter les escaliers, il me tira doucement à part, jeta un coup d'œil autour de moi pour s'assurer que nous étions seuls, puis sortit cette clé USB de la poche de son uniforme. Il m'a dit, d'une voix basse et emplie d'une sincère tristesse, qu'il avait installé de nouvelles caméras de sécurité dans le hall et les couloirs il y a 3 semaines. Le gestionnaire de l'immeuble les avait approuvés après une série de vols mineurs dans les boîtes aux lettres. Il m'a dit que les caméras couvraient aussi partiellement la zone de l'ascenseur, par un coin de la porte entr'ouverte. Puis, ses mains tremblantes comme les miennes, il m'a tendu le petit appareil qui contenait la vérité qui allait détruire tout ce que je croyais savoir sur ma propre fille. Je suis montée à mon appartement en mode automatique. J'ai verrouillé la porte. J'ai laissé mes sacs à l'entrée. Je suis allée directement à mon bureau
ce sanctuaire où j'avais conclu tant d'affaires importantes, où j'avais bâti ma fortune, pierre par pierre. J'ai allumé l'ordinateur et inséré la clé USB, mes doigts pouvant à peine la tenir. Et puis, j'ai regardé. L'enregistrement commençait avec Céline entrant dans le hall. Elle regarda autour d'elle pour vérifier si quelqu'un la regardait. Puis elle décrocha le téléphone et passa un appel. Même si le son n'était pas parfait, je pouvais lire sur ses lèvres, voir l'expression de son visage. Elle parlait à Théo. Elle disait qu'elle était sur le point de mettre son plan à exécution, que dans quelques heures, je serais suffisamment effrayée et fragile, qu'il était temps de me faire signer les papiers qu'ils avaient préparés, lui transférant le contrôle de l'entreprise. Que si je résistais, ils avaient d'autres moyens de pression. Elle rit. Ma fille rit, car elle projetait de me manipuler, de me briser émotionnellement. Puis la vidéo la montrait m'attendant, son expression changeant du tout au tout lorsque je franchissais la porte avec les bagages, son doux sourire artificiel, son offre d'aide. Nous sommes entrés ensemble dans l'ascenseur, et si la caméra n'a pas filmé tout l'intérieur, elle a immortalisé ce moment crucial où les portes commençaient à se fermer au 2e étage. Elle a filmé Céline, forçant le déverrouillage de secours, arrachant délibérément les clés, regardant à l'intérieur avec cette expression froide que je n'oublierai jamais, puis verrouillant tout et descendant calmement les escaliers. Mais ce n'était pas tout. La vidéo continuait. Elle quitterait l'immeuble, s'assoirait sur un des bancs du petit jardin devant la maison et passerait un autre appel. Cette fois, je voyais clairement ses lèvres former les mots, tandis qu'elle gesticulait avec excitation. Elle dirait à Théo que tout avait parfaitement fonctionné, que je devais être terrifiée intérieurement, que lorsqu'elle reviendrait quelques heures plus tard pour me sauver héroïquement, je serais si reconnaissant, si fragile, si dépendant d'elle, que je signerais n'importe quoi. Elle évoquerait mon testament. Elle dirait qu'il fallait accélérer le processus car j'étais encore trop jeune, en trop bonne santé, et qu'il lui faudrait peut-être des décennies pour hériter naturellement. Elle employait l'expression « accélérer l'héritage », comme s'il s'agissait d'accélérer la livraison d'un meuble, et non de la mort de sa propre mère. J'ai éteint la vidéo. Assise là, dans la pénombre de mon bureau, le soleil printanier se couchait sur Paris, teintant le ciel d'orange et de rose. De belles couleurs pour une journée horrible. J'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis l'enterrement de Pierre. Mais ces larmes étaient différentes. Ce n'étaient pas des larmes de deuil pour quelqu'un que j'aimais et que j'ai perdu. C'étaient des larmes pour la mort d'une illusion. Je suis restée éveillée toute la nuit. Je n'arrivais pas à dormir. Je ne pouvais pas manger. Je pouvais à peine respirer correctement. Mais quelque chose changeait en moi. La douleur se transformait en quelque chose de plus solide, de plus utile. Une clarté cristalline. Une clarté cristalline que je n'avais pas ressentie depuis des années, peut-être des décennies. Pour la première fois depuis longtemps, je ne pensais plus comme une mère. Je pensais comme la femme d'affaires impitoyable que j'étais avant la naissance de Céline, avant d'avoir adouci mes limites pour être la mère parfaite dont j'estimais qu'elle avait besoin. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Dubois, mon avocat de confiance depuis plus de 20 ans. J'ai pris rendez-vous en urgence. Je n'ai pas donné de détails au téléphone, précisant simplement que je devais restructurer complètement mon patrimoine et que le temps pressait. Toujours discret et efficace, il m'a reçu dans son élégant bureau de la rue de Rivoli l'après-midi même. Je lui ai montré l'enregistrement. J'ai lu la stupeur dans ses yeux, la façon dont il a desserré sa cravate comme si l'air s'était soudainement alourdi dans le bureau. Il m'a présenté ses condoléances, mais je les ai balayées d'un geste ferme. Je ne voulais pas de pitié. Je voulais des solutions. Nous avons passé les 6 heures suivantes à élaborer une stratégie juridique impeccable. Je créerai une fondation caritative, la Fondation Margot Beaumont, pour les femmes, destinée à aider les femmes victimes d'abus financiers,
de la part de membres de leur famille. Ironique, n'est-ce pas? Tous mes biens immobiliers, toutes mes actions de société, tout serait transféré à cette fondation. Je resterai présidente à vie avec un salaire confortable, conservant ainsi mon niveau de vie et le contrôle de tout. Mais juridiquement, plus rien ne serait à mon nom. Céline ne pourrait pas hériter de ce que je ne possédais plus. Le testament qu'elle et Théo s'empressaient tant de rédiger deviendrait totalement inutile. Juste un bout de papier lui garantissant une petite rente viagère de 5 000 € par mois. Rien d'autre. Ni les appartements, ni les locaux commerciaux, ni les actions de la société. Rien. Maître Dubois a travaillé jour et nuit pendant 2 semaines pour préparer toute la documentation. Pendant ce temps, je faisais semblant d'être normale. Céline m'a appelé 2 jours après l'incident de l'ascenseur, avec sa douce voix fausse, pour me demander si j'allais bien, me disant qu'elle avait appris par le concierge que j'étais coincée et qu'elle se sentait tellement coupable de ne pas être là pour m'aider. L'hypocrisie était si flagrante que j'ai failli rire. Mais j'ai gardé mon sang-froid. J'ai dit que j'allais bien, juste un peu secouée. Elle en a profité pour me proposer de me rencontrer, qu'elle voulait prendre soin de moi, que nous devrions peut-être parler de l'avenir de l'entreprise et de la façon dont elle pourrait prendre plus de responsabilités pour alléger mon stress. J'ai dit oui. Je lui ai dit qu'elle avait raison, que je vieillissais, que j'étais fatiguée, qu'il était peut-être temps de passer le relais. J'entendais l'excitation dans sa voix, à l'autre bout du fil, cette avidité à peine déguisée, en souci filial. Nous avons convenu d'un déjeuner la semaine suivante. Mais j'avais d'autres projets. Pendant que Maître Dubois finalisait les papiers de la fondation, j'ai commencé à organiser autre chose. Mon 60e anniversaire approchait dans 1 mois. Traditionnellement, j'organisais des fêtes discrètes, des dîners intimes, avec quelques amis proches. Mais cette fois, j'ai décidé de faire autrement. J'ai fait appel à la meilleure agence événementielle de Paris et j'ai réservé la grande salle du musée Rodin pour une grande fête. J'ai envoyé des invitations à tous mes contacts professionnels, à l'élite du marché immobilier parisien, aux journalistes spécialisés et aux membres influents de la haute société. Ce serait un événement mémorable, je vous le garantis. Céline fut surprise d'apprendre la fête. Elle me demanda pourquoi je faisais quelque chose d'aussi grandiose. Je lui répondis qu'il était temps de célébrer la vie, de savourer le succès que j'avais bâti. Elle sourit, pensant que c'était le signe que je commençais enfin à lâcher prise. Le soir de mon anniversaire, un ciel clair et étoilé couvrait Paris. Le musée Rodin était éblouissant, illuminé par des centaines de bougies et des lumières tamisées qui faisaient resplendir les sculptures de bronze. Plus de 200 personnes étaient présentes, vêtues de leurs plus beaux habits de soirée. Le champagne français coulait à flots, des canapés raffinés circulaient sur des plateaux d'argent, et un petit orchestre jouait de la musique classique dans le jardin. C'était parfait, exactement comme je l'avais prévu. Céline est arrivée bras dessus, bras dessous, avec Théo, vêtu d'une robe rouge hors de prix que je m'étais payée le mois dernier. Ils souriaient, saluaient les gens et formèrent le couple parfait. Elle m'a embrassée sur les 2 joues, m'a souhaité un joyeux anniversaire de sa voix mielleuse et m'a tendu un cadeau emballé dans du papier doré. Je l'ai poliment remercié et je l'ai déposé sur la table des cadeaux, sachant que je ne l'ouvrirai jamais. Théo m'a accueilli avec cette poignée de main trop ferme, ce sourire carnassier qu'il arborait toujours. Je lui ai souri en retour et pendant 1 seconde, j'ai lu de la confusion dans ses yeux, comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas chez moi, mais qu'il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. J'ai laissé la fête se dérouler naturellement pendant 2 heures. J'ai discuté avec des investisseurs, reçu des félicitations et fait semblant d'apprécier les discours élogieux de certains sur ma carrière. Puis, lorsque 22 heures ont sonné, tout le monde était légèrement éméché et détendu. Je me suis dirigée vers la petite scène qui avait été installée pour les discours. L'orchestre s'est arrêté. Les conversations se sont progressivement tues, jusqu'à ce que tous les regards se tournent vers moi.
J'ai commencé par remercier tout le monde d'être venu, en évoquant mon parcours dans l'immobilier, les défis d'être une femme dans un monde dominé par les hommes et l'importance de la famille et de la confiance. J'ai aperçu Céline sourire au fond de la salle, pensant que j'allais lui annoncer avec émotion que je lui transmettrais l'entreprise. J'ai donc changé de ton. J'ai dit que j'avais récemment appris une précieuse leçon sur la trahison, sur le fait que les personnes les plus proches peuvent être les plus dangereuses. J'ai vu son sourire s'estomper légèrement. Théo, mal à l'aise, s'est déplacé à côté d'elle. J'ai annoncé que j'avais pris une décision importante concernant mon héritage. D'un geste, les techniciens ont descendu un immense écran de projection derrière moi. J'ai expliqué qu'avant de révéler ma décision, je souhaitais partager quelque chose avec tout le monde. Quelque chose qui avait complètement changé ma vision de la confiance et de la famille. Puis, j'ai appuyé sur la télécommande. L'enregistrement a commencé, en haute définition, avec un son cristallin que les techniciens avaient réussi à nettoyer et à amplifier. Le silence régnait dans la salle. 200 personnes observaient Céline, vérifiant si elle était seule dans le hall. Céline parlait du projet au téléphone. Céline m'attendait avec ce sourire faux. La scène de l'ascenseur. Céline, assise sur le banc, expliquait à Théo comment elle m'avait délibérément laissé piéger. Comment je serais vulnérable. Comment elle me ferait signer les papiers de transfert de l'entreprise. Comment il fallait accélérer l'héritage, car j'étais trop jeune et en bonne santé pour mourir de cause naturelle si tôt. Chaque mot venimeux s'amplifiait pour que tout le monde puisse l'entendre parfaitement. J'entendais les halètements choqués, les murmures d'horreur, le cliquetis des verres posés brusquement sur les tables. Mais je ne quittais pas Céline des yeux. Je voyais son visage se vider de toute couleur, devenir blanc comme du marbre. J'ai vu Théo essayer de la tirer vers la sortie, mais elle était paralysée, incapable de bouger. Lorsque l'enregistrement s'est terminé et que les lumières se sont rallumées, le silence était assourdissant. J'ai poursuivi mon discours d'une voix ferme. J'ai annoncé la création de la Fondation Margot Beaumont pour les femmes, destinée à aider les femmes victimes de violences financières et psychologiques de la part de membres de leur famille. J'ai expliqué que tous mes biens avaient été transférés à cette fondation, que je continuerais à tout gérer jusqu'à mon dernier jour, mais que plus rien n'était à mon nom. Mon testament ne garantissait qu'une petite allocation mensuelle à ma fille, de quoi vivre modestement, mais rien de plus. L'empire que j'avais désormais bâti servirait à protéger d'autres femmes de ce que j'avais vécu. Les applaudissements ont commencé lentement, puis se sont transformés en acclamations assourdissantes. Les gens se sont levés. Les journalistes ont pris des photos avec frénésie. Et Céline, ma fille, celle pour qui j'avais tout sacrifié, a finalement réussi à bouger. Elle a couru hors de la salle, Théo derrière elle, bousculant les gens au passage, ne laissant derrière elle que l'écho de ses talons sur le sol en marbre et les débris de la vie qu'elle avait tenté de me voler. Dans les mois qui suivirent, l'histoire se répandit comme une traînée de poudre à Paris. Céline et Théo devinrent des parias. Personne sur le marché immobilier ne voulait faire affaire avec eux. L'agence concurrente qui employait Théo le licencia immédiatement pour protéger sa réputation. Céline essaya de m'appeler à maintes reprises, envoya des lettres et se présenta à la porte de l'immeuble pour me supplier de parler. Mais Monsieur Beaumont, mon fidèle concierge, qui avait désormais un appartement rénové gratuit, en guise de remerciement, ne la laissa jamais monter. Je n'ai pris aucun plaisir à sa chute. Il ne s'agissait pas de vengeance, c'était une question de justice. Il s'agissait de m'assurer que sa cupidité ne serait pas récompensée, que son projet de m'utiliser comme un simple obstacle entre elle et l'argent échouerait. Je n'avais pas besoin de la détruire activement. Elle s'est détruite elle-même, par ses propres choix, ses propres mots gravés à jamais. Quant à moi, je me suis investie dans la fondation. J'ai aidé des dizaines de femmes à échapper à des abus financiers. J'ai offert des conseils juridiques gratuits, un soutien émotionnel et même un hébergement temporaire à celles qui avaient pas besoin de prendre un nouveau départ. Et en aidant les autres, j'ai découvert quelque chose de surprenant.
J'ai découvert que j'étais plus heureuse de rendre service à des inconnus reconnaissants qu'à une fille ingrate. J'ai découvert que la famille n'est pas seulement une question de sang, mais aussi de choix. J'ai découvert que le sacrifice n'a de valeur que s'il est reconnu et réciproquement accompagné d'un amour sincère, et non d'une cupidité déguisée en affection. Aujourd'hui, avec le recul, je ne regrette rien. Je ne regrette pas d'avoir tout donné à Céline, car cela m'a appris ma propre valeur. Je ne regrette pas d'avoir fait confiance aveuglément, car cela m'a appris à faire confiance en toute conscience. Et je ne regrette pas d'avoir exposé la vérité de cette manière publique et impitoyable, car cela a permis d'éviter que d'autres ne soient trompés par elle à l'avenir. J'ai appris qu'être fort ne signifie pas tout supporter en silence. Il s'agit de savoir quand se battre. J'ai appris qu'être bienveillant ne signifie pas être un paillasson. Il s'agit d'établir des limites claires et de punir ceux qui les franchissent. Et j'ai appris que le plus grand acte d'amour-propre n'est pas de pardonner à ceux qui nous ont blessés, mais de se protéger pour ne pas être blessé à nouveau. Paris reste belle. Mon appartement reste douillet. Mon entreprise, désormais dirigée par une équipe compétente choisie par la Fondation, reste rentable. Et moi, je vis enfin pour moi. Non pas pour une fille qui ne m'a jamais appréciée. Non pas pour un héritage qui serait gâché, mais pour la femme que j'aurais dû être depuis toujours. La femme qui ne s'excuse pas de réussir. La femme qui n'accepte pas les miettes affectives. La femme qui sait que sa valeur ne dépend pas du fait d'être utile à quelqu'un, mais de sa propre accomplissement. S'il y a une leçon que je souhaite transmettre à tous ceux qui écoutent cette histoire, c'est celle-ci. Ne confondez jamais générosité et faiblesse. Ne confondez jamais amour et obligation d'accepter le manque de respect. Et ne permettez jamais, au grand jamais, à quiconque, pas même à votre propre famille, de traiter votre cœur comme s'il était jetable. Car vous méritez d'être entouré de personnes qui reconnaissent votre valeur, qui honorent vos sacrifices et qui vous témoignent un amour sincère et une loyauté sincère. Et si ces personnes n'existent pas dans votre vie actuelle, ayez le courage de construire une nouvelle vie où elles pourront se manifester. Car être seul et en paix est infiniment mieux qu'être accompagné et trahi.